le monde. Alors... Bonjour tout le monde. Je sais pas si je suis toute seule ou pas encore, mais bonjour quand même. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou, comme ça je me sens moins seule. En attendant que tout le monde arrive, et ben... je suis contente d'être là pour le premier live d'une longue série, j'espère. Je prévois d'en faire tous les matins, vers la même heure. Et je regarde si vous êtes là. Et donc voilà, on va parler... Petit problème technique. On va parler de quoi? On va parler de plein de choses en fait. On va parler de tout ce qui vous intéresse, surtout par rapport à mes domaines de compétences, donc tout ce qui est éducation bienveillante, donc discipline positive notamment, et pédagogie alternative, parce que théoriquement vous êtes à la maison avec vos enfants et vous êtes censé faire ce qu'on appelle la continuité pédagogique. Et ça peut être source de stress et donc influer sur les relations que vous avez avec vos enfants. Et donc voilà, les deux sont liés. Tout ce qui est éducation bienveillante va nous permettre de mieux communiquer, poser le cadre, gérer les frustrations de chacun, gérer les comportements inappropriés des enfants et parfois des adultes. Et au niveau pédagogique, et ben, de faire en sorte aussi d'avoir des outils pédagogiques alternatifs peut nous permettre de baisser les tensions de chacun et du coup avoir moins de comportements déviants, etc. etc. Donc c'est complémentaire. Donc voilà. Je vous ai préparé un outil là derrière, on va le voir un peu tout à l'heure. Ah, yeah! Salut Eliata! J'aime bien quand vous m'écrivez des messages. Et ah, il y a l'outil qui s'en va. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? En attendant que... Peut-être que je vous ai préparé, c'est aussi que je vous ai apporté, je vous ai emmené des livres. Ce sont... J'en ai des tas. J'adore les livres. Et comment vous dire, ceux-là, ce sont les... Si on avait 5 à choisir, c'est ce que je me dis toujours quand je dois les trimballer. Voilà, c'est où je choisis. Donc, il y a celui-là de Faber et Maslich, qui est vraiment très bien fait parce qu'en fait, il y a plein de BD dedans. Attendez, voilà. Il est très facile à lire. Et très, comment dire, c'est très... facile, ça va get to the point, quoi, ça va, voilà. Il y a celui de Filiosa, évidemment, elle en a fait plein. Mais celui-là, il est particulièrement facile à lire aussi parce qu'il y a beaucoup d'illustrations. Ça peut être aussi l'inconvénient, c'est que effectivement, ça peut être un petit peu réducteur parfois face à des situations un peu plus complexes. Mais en introduction de l'éducation bienveillante, je trouve qu'ils sont vraiment bien parce que ça permet aussi de décomplexifier beaucoup de choses, beaucoup de process psychologiques et comportementaux. Et tout ça, c'est vraiment des raccourcis en fait. Okay, il faut le prendre comme ça. Après, on a évidemment le livre de la discipline positive de John Nelson, qui est un best. Moi, c'est la formation que j'ai préférée dans toutes celles que j'ai faites et donc celle que je transmets autour de moi dans mes formations, mes coachings. Avec la communication non violente, la CNV, je fais un mix des deux. D'ailleurs, je ne vous ai pas emmené de livre de CNV, la prochaine fois. Et donc celui-là, il y a un peu moins, il y a de tout, il y a des outils concrets et il y a aussi beaucoup de, voilà, comme des fiches.
mais il y a aussi beaucoup de théories qui nous permettent d'avoir un regard un peu plus profond sur une situation. Voilà, et puis on a Salomé, vraiment un monsieur incroyable qui a une vision qui n'est pas que sur la parentalité, pas que sur l'enfant, et du coup qui a une vision assez globale de la relation famille, de la relation parent-enfant, et qui est vraiment vraiment chouette. Il a aussi un regard sur tout ce qui est apprentissage, école, qui est vraiment génial. Je l'aime vraiment beaucoup ce monsieur. Et puis Catherine du Montet-Crémer, aussi un must, qui a créé la journée de la non-violence éducative, qui a créé la parentalité créative, qui fait aussi des lives quotidiens sur son groupe Parentalité créative. C'est vraiment... c'est une femme aussi qui est vraiment géniale. Ok. Alors en fait, je vois pas vos coms. Comment je fais? Je vois que vous... Enfin, comment dire? Je vois que vous commentez, mais je les vois pas. Donc, bizarre. Bon. C'est pas très grave. Enfin, si, c'est grave, parce que si vous avez des questions à me poser, je les vois pas. Et essayez quand même, essayez de m'écrire, on sait jamais. Peut-être que ça va marcher. Voilà, donc après, il y en a des tas d'autres. Je pourrais vous les montrer plus tard, dans d'autres lives. Mais grosso modo, en tout cas, c'est toujours chouette de les avoir et puis de pouvoir faire un petit saut dedans. On n'est pas obligé de les lire du bout au bout, du début à la fin. On peut aussi piocher, tourner, voilà. Et puis c'est sympa aussi de les ouvrir et puis d'un coup de dire ah tiens. Et puis il n'y a pas de hasard dans la vie, donc du coup souvent on tombe sur des trucs. Ah, c'est drôle. Là, par exemple, je viens de tomber sur un petit paragraphe sur le fait d'être en appartement avec les enfants. Et c'est vrai qu'en confinement, ceux qui sont en appart, c'est vrai que c'est particulièrement difficile. Disons qu'il y a une problématique supplémentaire par rapport à d'autres qui sont avec un jardin, etc. etc. Donc, voilà. Ok. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner sur l'outil que je vous ai préparé. Donc, voyons voir. Il y a beaucoup de conflits, d'accord, dans la famille, en situation normale ou pas, et c'est sûr qu'en période de confinement, il y en a peut-être un peu plus, parce qu'on est les uns sur les autres, parce qu'il y a beaucoup de frustration, parce que les enfants, même s'ils entendent, ils ne comprennent pas forcément tous les tenants et aboutissants. Voilà. En plus, ça ne cesse de se rallonger. Hein. Donc, il peut y avoir une attente de « ok, ça fait 15 jours » et puis tout d'un coup, bam, on rajoute 15 jours. Bref, il peut y avoir comme ça des tensions qui s'accumulent. Et du coup, cet outil-là, c'est un outil qui est, on appelle ça l'outil de la recherche de solutions. Donc c'est un outil de discipline positive. Et ça vous permet vraiment de poser une problématique et d'aller chercher ensemble une solution. Donc je rappelle que l'éducation bienveillante, c'est une philosophie éducative basée sur la psychologie humaniste où on est dans une horizontalité, de hiérarchie. Okay, il y a une hiérarchie horizontale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie verticale avec le parent qui a le pouvoir sur l'enfant. D'accord ? Là, l'idée, c'est vraiment de donner à l'enfant des compétences d'autonomie, d'indépendance, et pour ça il faut pouvoir lui laisser la place de décider par lui-même. Hein. Autonomie, ça veut dire auto, nomos, déterminer soi-même, donc décider par soi-même. Or, on veut souvent des enfants autonomes, mais on n'est pas forcément prêt à accepter finalement leurs décisions. Et ce genre d'outil-là leur permet de décider, en tout cas de dire ce qu'ils aimeraient, mais qu'on décide ensemble. C'est-à-dire que comme ça, il y a un équilibre qui est maintenu de gagnant-gagnant. Parce que ça aussi, c'est un point essentiel de l'éducation bienveillante. Fermeté et bienveillance, c'est un équilibre. Ah, ça y est, j'ai des coms. Salut Moya, salut Mimosa. Et donc voilà, l'équilibre gagnant-gagnant, c'est vraiment très très important. Et donc cet outil-là, il permet d'avoir... voilà. Donc, comment ça se passe ? Vous avez un problème.
cet outil va avec l'idée qu'on a des réunions familiales régulières. Okay, on appelle ça des temps d'échange en famille. Je pourrais faire un autre live avec cet outil-là plus particulièrement. En tout cas, grosso modo, c'est des temps où vous vous consacrez vraiment à la famille. Idéalement, moi je conseille toujours le temps de repas, parce que voilà. Mais on peut décider d'un autre moment, c'est vous qui voyez. Le plus important, c'est d'être dispo, d'être posé, et que tout le monde soit d'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller chercher les enfants qui sont occupés en leur disant c'est l'heure du temps de famille, sinon ils ne viendront pas. Ou alors s'ils viennent, et ben, ce sera à reculons et ils ne seront pas coopératifs. Donc, alors que le moment du repas, en général, tout le monde est là parce que tout le monde a faim. Donc on mange et après, et pendant le repas, on fait ce genre de choses. Et genre, on sort la feuille après, quand on a un peu débarrassé. Enfin voilà, vous voyez. Donc, vous déterminez une problématique du genre, oui, ça fait quand même plusieurs fois. Il faut que ce soit quelque chose de récurrent. Si c'est une problématique qui arrive une fois, il n'y a pas besoin de ça. Il suffit juste d'en discuter comme ça, de façon informelle, et puis en général, ça passe. Mais par contre, si c'est un truc récurrent, sur lequel vous avez déjà essayé d'intervenir, vous avez déjà essayé de discuter, vous avez déjà essayé des outils que vous connaissez, que ça ne marche pas, etc., bah là, ça peut être intéressant pour ouvrir le champ sur d'autres façons de faire. Là, je vous ai mis une problématique que j'ai déterminée, genre en voyant tous vos coms et tout ça. Je me dis que avoir du temps perso pour chacun, c'est quelque chose qui revient souvent dans ce temps de confinement. Que ce soit les parents qui sont en télétravail, que ce soit les parents qui ne sont pas en télétravail mais qui ont besoin de temps pour eux, pour s'occuper d'eux, ou pour la maison, etc. Et les enfants aussi. Peut-être un peu moins les plus jeunes, mais les plus âgés, les ados, ils ont besoin aussi d'avoir leur espace d'intimité, etc. Donc, et il y en a qui ont vraiment des petits espaces de vie et ça peut être encore plus compliqué, d'accord? Donc du coup, c'est pour cette raison que j'ai choisi ça, temps perso. Ça veut dire, ah oui, bah, je vois qu'en ce moment on se dispute beaucoup sur laissez-moi tranquille ou alors on détermine un temps où je dis que je dois travailler et puis en fait vous venez dans le bureau et puis ça m'interrompt ou alors vous savez que je dois faire le ménage à tous les soirs et puis en fait vous me sollicitez à ce moment-là et du coup ça va pas, voilà. On remet sur la table la problématique sans jugement, sans accusation. On est là pour trouver des solutions et pas des coupables. Ça, c'est une super phrase que j'aime bien répéter à mes enfants quand ils essaient de se chamailler. Genre, c'est ta faute, c'est ta faute. Alors, on cherche des solutions, pas des coupables. Donc, voilà, vous posez la problématique. Et ensuite, vous faites un tour de table et de voir les solutions de chacun. Okay. Ce qui est très important, c'est que tout le monde a des solutions, qu'ils aient 1 an, 4 ans, 10 ans, 18 ans, 40 ans. Tout le monde a des solutions, des idées à proposer et c'est très important de les considérer au même niveau. Et donc, pour les considérer au même niveau, on les note, toutes. Même celles qui paraissent farfelues, même celles qui paraissent pas réalistes, etc., etc. Donc, si vous avez des idées, écrivez-les moi en comme ça m'aide à remplir mon petit tableau. Sinon, je vais inventer des trucs et ça peut bien matcher et en même temps, ça peut être à côté de votre problématique à vous. Donc, écrivez-moi quelles seraient vos solutions pour que chacun, en l'occurrence vous, que vous ayez votre temps perso qui soit respecté. Ouais. Ça, c'est vrai. Il y a Moya qui dit que c'est valable pour tous les sujets et tout le monde de trouver des solutions et pas des coupables. C'est très très vrai. Alors, je vais me moucher. Je reviens, je vous laisse réfléchir. Et voilà, je suis là. Cynthia qui dit merci d'avoir lu tous ces livres. Oui, les faire partager. Ouais, c'est important. Et puis tout le monde n'a pas forcément le temps de lire, tout le monde n'a pas forcément accès aux ressources. Donc c'est important de pouvoir les diffuser et les démocratiser et de les simplifier aussi. À l'écolieu ou l'espace qu'on a ouvert aussi, on a une bibliothèque où c'est possible de les emprunter. C'est une bibliothèque centrée sur tout ce qui est éducation bienveillante, pédagogie alternative, tout ça. Donc,
Bon, j'ai pas de... Vous m'avez pas donné d'idées, donc je vais commencer à les noter. Et puis s'il y a des choses qui vous viennent, vous me dites. Feutre. Imagine que je suis une maman qui a besoin de télétravailler, bah, comme maintenant en fait en vrai. Je dirais, les enfants, moi tous les jours à 8h30, je ferme la porte. Et donc, pendant 1h30, j'ai besoin d'être vraiment tranquille, quoi. Pas de bruit, pas de toquage à la porte, vous laissez la porte fermée, etc., etc. Donc, de 8h30 à, on va dire, 10h, je propose que chacun fasse ses trucs. Temps perso. Ok, je vais rester là. Et puis après, du coup, je laisse la marge de manœuvre aux enfants de peut-être compléter en fait ça. Moi, j'ai déjà une idée, mais si j'en dis trop, après, le problème, c'est que ça peut aussi... les enfants qui ont l'habitude que ce soit les adultes qui décident tout, ben, ils vont pas oser. Si vous en dites trop d'un coup, ben, forcément, ils vont dire ok, oui, c'est dommage. Ah oui. Ouais. Se mettre au lit avec un bouquin quand le besoin se fait sentir. Mais la question, Moya, c'est de savoir comment est-ce que tu vas faire respecter ce temps en fait. Comment tu penses. Parce que là, l'idée, c'est que tu as déjà essayé de te mettre au lit avec ton bouquin et qu'en fait, tes enfants, ils t'ont pas laissé. Donc, c'est quoi la solution que tu proposes pour. Ok. Là, par exemple, Taïma ou Marie-Nuit, je sais pas c'est lequel le prénom. Moi, si je me mets à la place des enfants qui vont remplir ce tableau, et ben ils vont dire, moi je veux que ma maman elle soit tout le temps avec moi. Ok. Donc je vais pas faire des phrases complètes, c'est trop long, mais je vais marquer tout le temps. Ok. C'est genre, je me mets à la place de l'enfant et il faut encore une fois accepter toutes les solutions. Donc même si pour nous on sait très bien que c'est inacceptable parce que c'est pas gagnant-gagnant et c'est pas ça un temps perso, c'est pas grave, on note. On note parce que c'est important qu'ils se sentent entendus. Alors ensuite. Ouais. Ah bah ça c'est une solution Cynthia. Cynthia elle dit c'est quand les enfants dorment. Solution. Tout à fait, on peut faire ça aussi. Dodo. Je parle dodo. Ah, et quand ils partiront de la maison faire la prof, oui. Et si on parle juste du confinement là tout de suite, je pense que ça peut être une idée aussi de faire ce qu'on a à faire pendant qu'ils dorment. Salut Thierry. Alors. Ah, Taïma. Ok. Donc du coup, on a trois solutions. Imaginons que je suis dans la peau d'un ado. Un ado va dire, ok, tu veux rester tranquille? Alors dans ce cas, moi je regarde ma console pendant tout le temps où toi tu es en télétravail. Console de jeu. Ok. C'est pas forcément une solution qu'on va accepter, d'accord? Parce que ça peut... Imaginons qu'on a un télétravail de 7h à 15h, il paraît quand même difficilement acceptable de laisser nos ados sur leur console de 7 à 15 heures. Et encore que, peut-être qu'il y a des parents qui vont accepter et qui vont mettre quelques modalités à cette solution-là, mais qui vont, après tout, hein. Du moment que tout le monde est heureux avec cette solution, encore faut-il creuser quand même le niveau de être heureux, d'accord? Parce que si on dit oui à un enfant d'être devant son écran de 7 à 15, il va être heureux en surface, ça c'est sûr, hein, vous êtes les meilleurs parents du monde, et en même temps, est-ce que son besoin d'affection, son besoin d'attention, son besoin de connexion va être nourri? Il faut vraiment vérifier ça. Ok. Trouver des compromis, Reina, oui, carrément. En fait, c'est l'objectif de ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va décider d'une solution, on va trouver des compromis pour que tout le monde soit gagnant dans une solution. Alors, Moya, aménager un temps avec l'enfant.
Et un temps où il va s'occuper seul. Ouais, carrément. Ouais, ok, nous mettre à la sieste. Oui, alors, aménager un temps avec l'enfant. Donc, on peut effectivement, par exemple, dire... Bon, là, j'ai tiré une ligne, mais en fait, j'aurais pas dû. Par exemple, on pourrait dire, pour compléter avec la solution de Moya, que je propose comme solution, moi, maman, qu'on soit chacun dans nos coins de 8h30 à 10 et que juste après, donc à partir de 10h, eh bien, une activité ensemble. Okay. L'idée, pour que ce soit concret pour les jeunes enfants, et même pour les plus âgés d'ailleurs, c'est de déjà déterminer en avance quelle va être l'activité. Du coup, vous leur dites un truc du genre, ok, là je vais à mon travail, je ferme la porte, on fait comme on a dit, etc. Tu fais tes trucs, machin, et tu te souviens après, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, etc. On leur pose une question de curiosité, c'est-à-dire qu'on leur donne pas la réponse toute faite, ça leur fait réfléchir eux, ça leur fait chercher dans leur propre mémoire. Et du coup, après, on remobilise leur esprit sur ce qu'il y a de positif. Et voilà. Ok, maintenant, moi, ma question, en tant qu'enfant, ce que je me demande, c'est quand même, si on choisit cette solution-là, qu'est-ce qui fait l'enfant, en fait? Ok, donc, est-ce que vous avez des idées? Une activité qu'il peut faire seul, Moya a dit. Oui, carrément. Donc là, l'idée qui se complète, c'est d'aménager des espaces. Pour les plus jeunes, il faut aménager l'espace. Et pour les plus âgés, je dirais qu'il faut quand même aussi, mais dans une moindre mesure, parce qu'ils n'aiment pas trop non plus quand on empiète trop sur leur espace à eux. Mais quand je dis aménager l'espace, ça veut dire qu'il faut qu'ils sachent où sont les ciseaux, où est la colle, où sont les feuilles de brouillon, où est la scie, où est... enfin la scie seulement si vous avez déjà travaillé avec eux avec la scie. Toutes les premières fois doivent être faites avec l'enfant, mais après l'idée c'est de petit à petit le rendre indépendant. Et donc du coup, une fois qu'il s'est maîtrisé avec vous et que genre vous faites une fois avec lui, la deuxième fois vous êtes à côté mais vous le laissez faire, et la troisième fois vous vous éloignez genre beaucoup plus loin mais vous le regardez d'un œil, et la quatrième fois il le fait, vous n'êtes pas dans la salle. Ok, progression. Donc l'idée c'est d'avoir des activités autonomes. Okay. Et là en gros du coup c'est pas une activité autonome, c'est une activité ensemble quoi. D'accord. Là c'est dans l'optique qu'on choisit celle-là. Donc imaginons que toutes les solutions sont sorties. Ok. Le papa aussi, le grand frère, la grande soeur, la grand-mère, si vous habitez avec plein de gens, tout le monde, même si ça ne les concerne pas, même s'ils ne sont pas dans le problème, ils font quand même partie du système familial et c'est important quand même d'avoir leur avis. Ils peuvent aussi dire j'ai pas d'avis, et dans ce cas-là c'est ok, mais en tout cas on leur offre la parole. Ce qui est très important quand on fait cet exercice, c'est de surtout ne pas mettre de jugement de valeur. C'est-à-dire que quand vous entendez une solution qui vous paraît complètement pas du tout complètement impossible, vous osez pas les yeux au ciel, genre ou genre marmonnez pas des trucs du genre on a déjà essayé, ça marchera pas, ça sert à rien, non mais t'as rien compris. Voilà, tout ça ce sont ce qu'on appelle des petites violences éducatives ordinaires de l'ordre du verbal ou du psychologique. Et voilà, c'est pas le but. Hein. Là, le but, c'est vraiment d'instaurer un climat de confiance, un climat où on est vraiment d'égal à égal. Et quand vous allez instaurer ce climat-là, où l'enfant il va savoir qu'il est entendu, et ben il sera beaucoup plus enclin à accepter que ce soit pas une solution à lui qui soit choisie. Okay. Mais pour ça, il faut qu'il ait confiance en vous et donc, pour cette raison, il faut que vous lui fassiez confiance aussi. Et donc, la première étape, c'est d'accueillir toutes ces idées. Donc après, ok, vous avez tout déterminé avec lui.
Et ensuite, bah, vous allez faire un check. Okay, donc, ok, qu'est-ce que vous pensez de celle-là? Qu'est-ce que vous pensez de celle-là, celle-là, celle-là? Laquelle vous préférez? Et chacun va dire, eh ben moi, je préfère celle-là. Ok. Et le parent, il va dire plutôt, moi, je préfère celle-là. Ok. Donc, du coup, il se peut aussi qu'il y ait un blocage à ce moment-là et que l'enfant dise ouais non mais moi je veux vraiment celle-là, je veux pas du tout celle-là. Et du coup, l'idée à ce moment-là, quand il y a un blocage, c'est de rappeler l'objectif, c'est de trouver une solution. Et que pour trouver des solutions, eh ben, il faut que chacun fasse un pas. D'accord. Vous pouvez... il y a des outils après concrets sur ça, vraiment matériel avec les enfants, par exemple. On les fait marcher les uns vers les autres et ça. C'est vraiment cette idée, cette image de on fait chacun un pas vers l'autre pour arriver à se rejoindre. Okay. Donc, et si vous voyez vraiment que ça coince, bah, c'est que l'enfant n'est pas prêt. Et dans ce cas-là, si vraiment il n'est pas prêt, et ben, c'est important de pouvoir le mettre en face de ses responsabilités et de lui dire ok, là je vois que vraiment tu veux pas du tout aller vers d'autres solutions ou arriver à trouver un compromis dans ta solution, arriver à mixer des solutions ensemble. Ok, j'entends, je suis un peu déçue et de ça parce que là pour l'instant on peut pas trouver de solution et en même temps du coup là puisque tu n'avances, enfin ouais, ça n'avance pas, au lieu de tu n'avances pas, ça n'avance pas. Dans ce cas, ben, il faut assumer le choix, le fait que ben, la situation va rester telle qu'elle en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il risque d'avoir encore des disputes, etc., etc. Donc il se peut que l'enfant dise ok, parce que il a besoin de vivre les choses aussi, de les comprendre en les vivant. C'est pour ça que comment dire, quand on essaye d'inculquer tous les principes d'éducation à la paix, c'est le terme que j'utilise pour tout ce qui est gestion des émotions, gestion de conflit, tout ça, tout ça. C'est important de ne pas juste rester dans la théorie et dans le verbal. C'est important de vivre les choses. Il y a beaucoup, beaucoup d'outils pour vraiment les vivre. Et donc là, en l'occurrence, ce serait, s'il est bloqué, ok, on accepte sans jugement, on laisse passer une journée où vraiment il va vivre le fait qu'il y ait toujours des conflits parce qu'il n'y a pas de solution et qu'il veut toujours jouer à la console et que nous on dit non. Et du coup, le lendemain, eh ben, on repose le problème sur la table et on lui dit alors comment tu as vécu, etc., etc. Et normalement, ça permet de faire en sorte que l'enfant il ait envie d'avancer en fait. Hein. Disons qu'on part du principe que tout le monde, que l'homme est bon, que l'enfant est bon, et que tout ce qu'il fait, il n'y a jamais cette idée que il fait des choses pour nous embêter, etc. Donc tout ce qu'il va faire, c'est pour grandir, c'est pour avancer dans sa vie, c'est pour s'affirmer, c'est pour se construire. Et donc d'avoir dit non hier, c'était pour s'affirmer, se construire, comprendre mieux la situation, etc. Et quand on a cette vision de l'enfant qui n'est pas là juste à nous embêter, à faire des caprices, etc., mais qui est là pour lui et pour avancer dans son chemin de vie à lui, et ben déjà on le prend moins pour soi, donc on respire un peu plus et on accepte, on est plus dans l'acceptation. Et quand il y a un conflit, on renvoie sa responsabilité à l'enfant, on lui dit écoute, il y avait un outil hier qui a été proposé, tu as dit non, donc moi ce que je te propose, c'est que ce soir on en rediscute. Et on lui renvoie sa responsabilité. On coupe court à la discussion, au conflit sur lequel on est déjà revenu 100 fois, hein, le truc de la console. Okay. Coucou Alex. Oui, ça c'est clair que ça prend beaucoup plus de temps de le vivre. Et en même temps, vous verrez que c'est un gain de temps parce que si on ne fait que théoriser et dire, faire de la morale en fait, hein, les enfants ça leur glisse dessus. Même nous, en vrai. Donc, on revient le lendemain avec le même truc. Et là, du coup, on dit, bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez, comment on pourrait faire? Et là, c'est à ce moment-là, Reina, qu'on met de l'eau chacun dans son vin, qu'on avance chacun un petit peu vers l'autre et qu'on trouve des compromis. Je veux tout le temps la console. Moi, je veux mon temps perso. Activité autonome. Ok, pourquoi pas mettre la console dans l'activité autonome? D'accord, mais dans ce cas, c'est vraiment dans ce temps-là. Et après,
on te met un timer parce que j'ai déjà vécu dans mon expérience que tu avais du mal à t'arrêter par exemple. On fait en sorte de trouver une solution pour que ça s'arrête vraiment au moment où c'est la fin. Et ensuite, par contre, c'est très important pour moi que tu respectes le gagnant-gagnant. L'activité ensemble, c'est non négociable, quoi. C'est ok pour l'activité autonome là-dedans, en faisant ça. Mais dans ce cas, on fait l'activité ensemble. Ok. Donc ça peut être une... Ouais, carrément. Renvoyer la responsabilité, très important. Et pas que pour les ados. Pour les ados, évidemment, clairement, c'est évident. Hein, ils vont bientôt s'envoler du nid, donc s'il vous plaît, donnez-leur des responsabilités. Mais vraiment pour les plus jeunes, déjà, c'est vraiment un cadeau que vous leur faites, de leur donner des responsabilités et de leur rendre leur responsabilité de leurs choix, de leurs mots, de leurs actions. C'est pas une responsabilité, c'est pas une culpabilité, c'est pas un poids. C'est pas genre quand ils sont tout jeunes, genre tu as, je sais pas, ta chambre, elle est complètement dérangée, c'est ta responsabilité, débrouille-toi. C'est pas ça, c'est plus on décide d'une solution, tu es responsable de trouver une solution en fait, c'est plus dans ce sens-là. Donc qu'est-ce qui est fait est fait. Si on reste dans le passé et qu'on dit ok ta chambre t'es vraiment t'es tout le temps bordélique, on met une étiquette, on est dans la violence verbale et en plus on est dans le passé, donc on va pas chercher la solution. Alors que la responsabilité elle est tournée vers l'avenir, elle est dans ok, c'est le bazar dans ta chambre tous les jours, etc. etc. Et voilà. D'ailleurs ça peut être un super sujet pour la recherche de solutions, ça, le rangement de la chambre. Okay, donc je vous invite à le faire en exercice ce soir pour ceux que ça concerne. Vous mettez rangement chambre et là vous mettez toutes les solutions que vous avez. Genre l'enfant il va dire bah, laisse-moi tranquille, c'est ma chambre, je la range jamais. Le parent il va dire tu dois la ranger tous les jours à 8 heures. Il y en a qui vont dire ok tu ranges pas ta chambre mais tu plies ton linge. Il y en a qui vont dire tu n'as pas besoin de ranger tout ça, mais tu as des bacs et tu dois mettre dans tes bacs. Ok, tout ça, il faut les lister et ensemble vous allez choisir la solution qui convient à tous. Ok. Ensuite, quand vous avez choisi, donc admettons que là c'est celle-ci qui a été choisie, d'accord, un mix entre les deux. Vous allez vérifier. CRAPO, c'est un acronyme tiré de la CNV, donc communication non violente. Donc ça veut dire concret. Il faut vérifier que votre solution, celle-ci, elle soit concrète, réaliste. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut timer, il faut, bon, on va le faire ensemble après, précise et ouverte. Donc, en détail, ça donne. Est-ce que de laisser d'avoir un temps perso de 8h30 à 10, est-ce que c'est concret? Oui, parce qu'il y a des horaires. Si vous dites quelque chose du genre range ta chambre, solution ranger ta chambre, c'est pas concret et c'est pas précis non plus. D'accord? Concret, c'est vraiment qu'est-ce qu'ils doivent faire, tu vois, c'est vraiment là en fait le concret c'est qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là. Moi je suis à mon bureau devant mon ordi, toi tu es avec ta console sur ton lit dans ta chambre ou dans le salon. Ok, c'est ça le concret, c'est on imagine qu'est-ce que chacun fait pour faire fonctionner la solution. Réaliste, est-ce que c'est réaliste de rester 1h30 enfermée, la porte fermée, toute seule, en laissant mes enfants quand ils sont ados, oui. S'ils ont 2 ans, je doute que ce soit une solution réaliste. Ok. Donc, du coup, salut Pamina. Donc, du coup, si c'est pas réaliste, il faut, à ce moment-là, bon, dès que c'est pas réaliste, il faut revenir à la situation pour compléter. Ok, de 8h30 à 10, maman elle a besoin d'être tranquille. Mais tu as 2 ans, donc c'est quand même peu réaliste que tu me laisses complètement tranquille. Et puis en plus, c'est pas sécuritaire que je ferme la porte. Donc déjà, je vais laisser ouvert la porte. Est-ce qu'on peut imaginer que tu restes à côté de moi, mais que tu gardes le silence tout ce temps-là? Genre, elle peut jouer, elle peut faire ses trucs à côté, il ou elle. On imagine 2 ans, est-ce qu'un enfant de 2 ans peut rester
calme aussi longtemps, c'est peu probable quand même. Hein. C'est pas calme, c'est plutôt silencieux pour que je reste concentrée. Ou alors, on peut, je sais, euh, on peut, mais c'est peut-être un peu plus âgé, genre 4 ans, ça, on peut lui donner un petit quota de petits papiers, je sais pas, qu'elle dessine, dire ok, t'as le droit d'interrompre maman ce nombre de papiers là, genre on lui donne, je sais pas, 5 papiers, genre pour maman j'ai faim, maman j'ai soif, et encore que la meilleure des solutions, si on parle d'indépendance et d'autonomie, c'est de faire en sorte que dans le frigo, que déjà que le frigo soit facilement ouvrable par nos jeunes enfants, et que le goûter qu'on a envie qu'ils mangent soit en bas, et que l'eau soit facilement, qu'ils puissent facilement se servir. Genre si c'est des bouteilles d'eau, il faut qu'elles soient légères, petites, etc., etc. Si c'est une fontaine, il faut que l'enfant puisse avoir accès à la fontaine, etc. Si vous ne voulez pas, parce que vous avez peur qu'il en mette partout, parce que, posez-vous les bonnes questions. C'est un choix, mais dans ce cas, vous ne pouvez pas leur reprocher de vous interrompre. Voilà. Pour les enfants de 2 ans, et même plus jeunes, je dirais que ça dépend des enfants, on est d'accord, mais que si vraiment on est en télétravail, enfin qu'on a du travail vraiment, j'ai envie de dire que peut-être la meilleure des solutions, c'est de travailler quand ils font dodo. Sieste, parce qu'à cet âge-là, ils font la sieste. Donc ça peut nous laisser du temps, nos fameux 2 heures. Et voilà. Vous me dites, hein, si jamais vous trouvez des trucs des paramètres qui pourraient être un peu plus compliqués à gérer, on peut réfléchir ensemble. Ok. Donc on était à concret réaliste. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut pouvoir faire en sorte que la solution soit testable rapidement. Genre si vous faites la règle le soir, au dîner du soir, que vous puissiez la tester déjà de le lendemain. Okay. Normalement en temps de confinement c'est beaucoup plus facile, mais par exemple si c'est en temps normal et que genre vous êtes un lundi et que ça concerne le rangement du week-end, il faut dire que du coup ça ne sera visible que samedi, enfin voilà. Il faut disons cadrer au niveau timing, que ce soit verbalisé, d'accord? Sinon il y a une attente qui peut ne pas être claire et du coup recréer d'autres conflits. Donc que vous dites quand est-ce que vous pouvez le faire, vous la tester, et aussi quand est-ce que du coup vous allez pouvoir faire un point sur est-ce que ça a marché ou pas, faire un bilan de l'action, de la solution. Donc là, vous allez écrire, par exemple, on fait un point demain soir. D'accord? On laisse passer la journée. Et demain soir, au dîner, on voit comment ça a marché. Okay. Précis, c'est ce que j'ai dit, en termes d'horaire, en termes de quoi, comment, où, etc. Vraiment être le plus précis possible. Si une solution ne marche pas, si une règle ne marche pas, c'est qu'il y a un truc qui manque. Et cet acronyme-là peut vous permettre d'aller définir qu'est-ce qui peut manquer. Et très souvent, on s'en rend pas compte, mais on donne des règles qui sont pour nous très claires, mais qui finalement, les enfants ne la respectent pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais parce qu'en fait, ils ne l'ont pas compris. Ou alors, ils ne l'ont pas compris comme nous. Puisqu'on croit que c'est évident, mais qu'on ne le verbalise pas, l'autre, il peut interpréter tout ce qu'il veut finalement. Donc, soyez précis et concret. Et ouvert, ça veut dire que c'est discutable, c'est négociable, c'est très important. En CMV, on fait bien cette distinction entre demande et exigence. Là, on est dans la demande, on est dans la négociation, on est dans l'ouverture vers l'autre, dans le gagnant-gagnant. Si vous posez une exigence du genre ce temps-là, tout le monde est occupé et vous faites que des trucs intelligents et constructifs et vous allez faire vos devoirs pédagogiques, vous avez un cahier de vacances et vous devez bosser pendant 1h30 dessus, pendant que maman bosse sur son ordi, vous bossez sur vos cahiers de vacances. Ça peut paraître génial dans notre monde d'adulte. Est-ce que c'est vraiment assez
Est-ce que l'enfant se sent assez écouté? Est-ce que c'est assez ouvert sur lui pour qu'il dise un réel oui? Okay? Vous devez sincèrement vérifier que l'enfant ne dise pas un oui d'habitude ou pour vous faire plaisir ou pour avoir la paix. Parce que bien souvent, on les a habitués à obéir. Et l'obéissance, c'est bien pratique, mais ça n'amène pas vers l'autonomie et l'indépendance. L'obéissance, ça fait des personnes, ça fait des adultes qui sont asservis, qui se laissent faire par des patrons, par une société, par des politiques, voilà, et c'est pas ce qu'on veut. On veut des gens qui aient un esprit critique, on veut une société d'individus réveillés, éveillés, qui prennent des décisions, qui sont proactifs, et ça commence à la maison. Donc, c'est pas toujours facile à vivre d'avoir des enfants qui réfléchissent par eux-mêmes. Et en même temps, dites-vous quand dans les moments où vraiment c'est compliqué, je sais, je le vis. On respire et puis on se dit ah, quand ils seront adultes, ce sera génial. Aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il faut discuter, il faut expliquer, c'est long et ça prend du temps, beaucoup d'énergie. Et en même temps, c'est une force que vous leur donnez pour leur vie future. Donc c'est un cadeau, c'est un cadeau. Voilà. Et puis, très important à la fin, ce que les enfants ils adorent, c'est la signature. Ça c'est vraiment cool. Et même quand ils sont tout petits, c'est trop mignon de les voir gribouiller un truc. Les ados, ils testent leur nouvelle signature, ils sont très fiers. Enfin voilà, c'est vraiment très cool. Donc là, hop, tout le monde signe l'accord. Hein, la recherche de solution aboutit à un accord. Donc voilà, ça c'est l'accord que vous avez convenu en famille. Et du coup, quand c'est pas respecté, cet accord-là, il reste affiché au mur, quelque part, à un endroit commun, visible de tous. Et ben vous ramenez l'enfant à l'accord que vous avez signé. Parce que du coup, c'est plus vous qui imposez la règle. C'est une règle qui est déterminée par la famille et qui du coup existe. C'est plus vous la méchante entre guillemets, ça a été décidé et c'est comme ça, c'est voilà. Ok. Du coup, théoriquement, c'est censé quand même couper court aux futures négociations. Il se peut qu'il y ait quand même des enfants qui vont rechercher à négocier, surtout quand l'outil est nouveau et qu'ils n'ont pas encore vu les effets bénéfiques que ça peut apporter. Donc c'est ok, je veux dire, c'est pas un outil magique, aucun outil de parentalité positive de toute façon n'est magique, c'est que des outils qui nous amènent vers. Et un outil, on l'utilise, ça marche plus, on le pose, on en prend un autre, etc. C'est votre mallette à outils comme ça. Donc utilisez celui-là tant que ça fonctionne et au moment donné ça a plus fonctionné, j'en ai plein d'autres. Et vous en aurez plein d'autres. Je suis sûre que vous en avez déjà aussi. D'ailleurs, si vous en avez, vous pouvez les mettre en com, on peut se les partager dans la même veine, quoi. Voilà, donc outil pas magique, vous l'affichez. Vous ramenez l'enfant à l'accord quand ça va pas, vous le revoyez le lendemain, vous le peaufinez si jamais vous voyez qu'il y a eu des petits couacs, et si vraiment vous voyez que c'est une solution qui ne marche pas du tout, et ben c'est super chouette parce que, regardez, vous en avez encore un ou deux autres. Okay. Et franchement, normalement, quand on le fait en famille, en général, il y en a une vingtaine des solutions. Donc du coup, c'est vraiment un outil qui est très positif parce que il nous permet d'avoir confiance dans l'avenir et de ne pas se sentir démuni et impuissant. Et se sentir impuissant, c'est une raison majeure qui amène à la colère. Ça, la colère, elle est souvent sous la colère, parce qu'on a la colère qui est là. Sous la colère, il y a souvent la tristesse. Il y a l'impuissance. Et attendez, j'oublie tout le troisième. Mince. Je suis sûre qu'il va me revenir. Il est sur le bout de la langue. En tout cas, il y a l'impuissance. Et dites-vous toujours que quand vous entrez, quand il y a la colère qui monte, dites-vous toujours que c'est que la surface de l'iceberg. Derrière, il y a toujours quelque chose. En vrai, il y a tous les besoins qui sont en dessous de la colère. Mais disons que l'impuissance, la tristesse, la déception, tout ça, c'est vraiment les top besoins qui sont malmenés, quoi. Parce que tout simplement l'impuissance, quand on a l'impression d'avoir tout fait, et ça on l'entend souvent, hein, j'ai tout essayé,
Ah, on l'a tous dit, j'ai tout essayé, c'est pas possible, rien ne marche, etc. On a l'impression d'être arrivé au bout. Et quand on est arrivé au bout, eh ben, la seule solution qu'on a, c'est la violence. Et la violence, ben, c'est la violence physique, verbale et psychologique. Et c'est... Comment dire? Encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir de culpabilité à ce sujet, à ce niveau-là. Ce qui est important, c'est d'acter. Ok, là j'ai crié, là j'ai tapé. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Déjà, je m'en rends compte, donc je prends du recul. Et surtout, tiens, je me souviens, ce matin-là, j'ai vu dans le live, il y avait un truc sur la recherche de solution. On va essayer. Ok? C'est pas tout de se dire, je suis désolée, j'arrêterai de crier. Maintenant, il faut actionner derrière et voir qu'est-ce qu'on va faire pour arrêter de crier. Ok? Et donc ça peut être une solution. Injustice, ouais, carrément, oui. L'injustice aussi, c'est un très fort levier à la colère. Complètement. Complètement. Et les ados, le besoin de justice est très très fort chez eux parce qu'ils ont beaucoup vécu de moments où l'adulte était au-dessus. Et donc du coup, il y a eu beaucoup des moments aussi où ils ont ravalé leurs idées, et du coup, le sentiment d'injustice, il était gonflé. Et à l'adolescence, ça ressort. Donc, du coup, c'est important de pouvoir écouter ça. Et ça, du coup, cet outil-là, il rééquilibre, du coup, ce besoin de justice-là, parce qu'ils se sentent beaucoup plus entendus. Voilà. Alors... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On arrive presque à la fin. Donc ce que je peux vous proposer, c'est de me poser vos questions. Là, si vous avez des questions par rapport à ça. Ouais. Au niveau pédagogique aussi, aujourd'hui j'ai plutôt fait un outil plus sur la gestion des comportements, plus de discipline positive. Mais si vous avez des questions péda, n'hésitez pas. Hein. Donc pour ceux qui me connaissent peut-être un peu moins, j'ai été prof, instit à l'éducation nationale. Et puis ensuite j'ai quitté l'éducation nationale pour me lancer dans l'alternative. J'ai été éducatrice Montessori. J'ai eu ma classe pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, on est plutôt dans tout ce qui est instruction en famille. Et j'ai ouvert une structure avec des amis qui promeut une instruction libre. Libre, c'est un grand mot, ça ferait un live entier. Je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, en tout cas, au niveau péda, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je peux peut-être essayer de vous aider sur... voilà. Et si vous n'avez pas de questions, je vous dis à demain dans ce cas. Dites-moi si vous avez peut-être aimé, si vous aimeriez autre chose pour demain, un autre sujet. Voilà. Bon. Je vous fais des bisous. Et j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça va vous lancer sur une belle journée avec vos enfants. Vous pouvez aussi le faire en journée, cet outil-là, pas obligé d'attendre le soir. Je vous souhaite plein de courage, de passer des bons moments. Parce qu'il faut se rappeler que ce confinement, c'est compliqué. Mais ce qui est compliqué, c'est finalement que ça nous ramène à nous. Et c'est pas toujours confortable d'être face à soi-même. Et en même temps, c'est un cadeau exceptionnel. Je pense que c'est très 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 important de considérer ces moments qu'on vit en ce moment comme des opportunités pour se remettre en question nos vies d'avant, remettre en question notre façon de faire et aller vers quelque chose qui peut-être nous conviendrait plus, serait plus en accord, plus en adéquation avec nos valeurs, ce qu'on veut vraiment vivre. Et du coup, tester maintenant comment vous pourriez faire vivre ces valeurs au quotidien, ces valeurs de connexion, de partage, de proximité, d'écoute de soi, de l'autre, de communication, de toutes ces valeurs-là
qui sont des jolies valeurs, mais qui finalement dans notre quotidien, où on est toujours pressé et qui nous passent en fait, qui ne sont pas vraiment vécues en profondeur. Tester maintenant, c'est le moment idéal, on est hors du temps, c'est une parenthèse dans la vie en fait, c'est un cadeau exceptionnel. Tester maintenant pour voir à quel point ça peut être juste merveilleux. Et tout ce que je vous souhaite, c'est de faire en sorte que même après le confinement, ça puisse durer. Donc faire les choix pour que ça puisse durer, être acteur de son bonheur. Allez, bonne journée nana à tous.